Laurent, bonjour et merci de m'accorder de ton temps. Bonjour Clémentine. Tu travailles à Médecins sans frontières. Tu as quitté la sécurité de l'emploi comme infirmier hospitalier pour partir dans l'humanitaire. J'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision et comment est-ce que tu as décidé de quitter, je dirais, cette sécurité pour l'aventure. Premièrement, étant d'une formation médicale, parce que je suis infirmier anesthésiste au départ, ça me semblait quasiment évident de partir avec MSF. Après, ce qui m'a fait franchir le pas, c'est qu'en 78, non, je ne me souviens plus de la date exactement, en 98, pardon, je suis allé voir une de mes anciennes collègues, hein, au Cambodge, qui était partie comme coopérante, hein, parce que dans lequel je travaillais, l'hôpital de Tours, était jumelé avec l'hôpital Calmette à Phnom Penh. Et c'est elle qui m'a prouvé que c'était facile de partir et d'avoir une expérience en expatriation. Alors elle, c'était dans le cadre de la coopération, c'était un peu différent. Moi, je cherchais plus quelque chose dans le cadre de l'humanitaire. Et puis, bah oui, je me suis retrouvé j'avais 33 ans à l'époque, infirmier anesthésiste dans un hôpital public, fonctionnaire, titulaire de mon poste. Donc, autant dire que maintenant, enfin, au niveau sécurité de l'emploi, enfin, tout était fait, quoi. Donc, pour moi, c'était le moment de tenter quelque chose. Donc, à un moment donné, j'étais à l'hôpital d'Annecy à l'époque. Il y avait un congrès d'anesthésie à Paris. Je suis venu au congrès d'anesthésie et j'avais envoyé 5 semaines avant une lettre de candidature à MSF. J'ai profité de ce congrès pour passer un entretien avec MSF qui a été concluant. Et puis 6 semaines après, je suis parti en mission pour ma première mission comme infirmier anesthésiste au Burundi. Donc ça s'est fait assez rapidement. L'hôpital d'Annecy m'a assez rapidement aussi octroyer une disponibilité. Alors, il faut savoir que quand on est dans le public, on peut partir soit avec un congé humanitaire, soit avec un congé solidarité internationale, soit une disponibilité. Donc, j'avais le choix. Et puis, ça, oui, ça a été très simple. En fait, il ne faut pas trop réfléchir, quoi. Voilà. Comment as-tu réussi à t'assurer une certaine stabilité malgré, je dirais, des départs nombreux dans l'humanitaire? Mais en fait, je me suis jamais mis dans la précarité parce qu'à chaque fois, je restais titulaire de mon poste. Donc, le fait de partir soit sous congé humanitaire, disponibilité ou congé solidarité internationale, j'avais j'étais sûr de récupérer mon poste en revenant de mission. Donc ça, c'était pour les premières années. Et puis l'autre chose, enfin bon, c'est mon choix, chacun fait comme il veut, quoi. Mais j'ai tout le temps voulu, quand on part en mission, on ne sait jamais exactement quand est-ce qu'on va rentrer. Et en fait, moi, j'ai voulu tout le temps m'assurer des repères simples. Donc, le fait de garder mon appartement, avoir un endroit où poser mes valises. Bien sûr, enfin, on peut utiliser un garde-meuble ou autre chose, mais moi, j'avais besoin de mon chez-moi, quoi. J'ai tout le temps gardé un véhicule, j'ai tout le temps gardé ces choses-là parce que je savais que après la mission, j'allais retravailler en France. Donc ça, c'est valable. Enfin, ça a été valable mes 10 premières années d'expérience humanitaire. Mais oui, j'ai tout le temps gardé ces repères simples. Après, bon, MSF, je suis parti comme volontaire. Après, j'ai aussi travaillé pour le Comité international de la Croix-Rouge. Mais à partir du moment où j'ai changé d'employeur, que c'était plus un employeur français, mais un employeur suisse, j'ai aussi voulu assurer tout ce qui est cotisation retraite pour ne dépendre que d'un seul régime de retraite. Donc j'ai continué à cotiser à la caisse des Français à l'étranger. Donc toutes ces choses-là m'ont permis ouais, enfin, pour moi, de me sécuriser le fait de partir en expatriation. Mais ça a été des choses, ouais, toutes simples. Après, enfin, chacun fait un peu comme il veut. Il y en a qui font des choses un peu différemment. Mais moi, ça m'a permis de me rassurer et de continuer.
au final d'avoir fait une carrière dans l'humanitaire, parce que maintenant j'en suis quasiment à 27 ans, quoi. Oui, donc bientôt 30 ans. Donc si j'entends bien, effectivement, toi tu as réussi, tu as été très attentif à t'assurer une stabilité administrative, logistique et juridique, et pas juste à partir le nez au vent et à ne pas te préoccuper de quoi demain sera fait. Ben, c'est ça, parce que je suis tout le temps dans une logique où en fait, j'ai du mal à considérer, même si après 27 ans, je peux dire que j'ai une carrière humanitaire derrière moi, mais je suis toujours dans une dynamique de volontariat, d'engagement et tout ça, mais pas de professionnalisation de mes métiers de l'humanitaire, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'humanitaire peut éventuellement s'arrêter. Et en fait, mes premières années, lorsque je suis parti en mission, j'ai tout le temps voulu garder ma pratique d'anesthésie. Et même lorsque, en 2007, j'ai intégré le siège à MSF, je continuais à faire des vacations d'anesthésie dans un hôpital privé parisien, parce que je voulais pouvoir conserver ma pratique professionnelle en disant le jour où l'humanitaire s'arrête, je pourrais reprendre ma pratique professionnelle. Et ça, c'était aussi un moyen de sécuriser aussi les choses pour moi. C'était quelque chose d'important. Ma première mission, j'avais rencontré une infirmière qui était partie très très tôt avec MSF. Et je ne veux pas dire qu'à un moment donné, elle avait plus de 40 ans, elle commençait à être lassée par ce qu'elle faisait, mais en discutant avec elle, j'avais l'impression qu'elle était condamnée à faire de l'humanitaire parce qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière et elle ne savait faire que ça. Et pour moi, ce que j'ai voulu conserver, c'était tout le temps ce choix en disant le jour où j'ai plus cette motivation, j'ai plus cet engouement pour continuer l'humanitaire, auquel cas je reviens avec ma pratique professionnelle du départ, quoi. Oui, ça me paraît vraiment important ce que tu dis, c'est-à-dire que pour t'assurer une liberté, finalement, tu as posé un cadre administratif qui te permettait un choix. Quand je vois qu'il y a des gens qui partent, où il y a des cursus, où il y a des métiers de l'humanitaire, et il y a des gens qui font des masters pour partir en mission humanitaire, mais comment est-ce qu'on peut être sûr de son choix et que ça va tenir le temps d'une carrière, d'autant plus que, on peut voir dans certains domaines, l'expérience humanitaire n'est pas reconnue. Donc, rebondir sur autre chose le jour où on veut s'arrêter. Donc, oui, les métiers de l'humanitaire, ça va, mais la professionnalisation des métiers de l'humanitaire, ça me fait un peu peur. Et même si actuellement on est en 2026, il y a énormément d'universités qui ont développé ce genre de cursus, malgré tout, je reste persuadé qu'il faut avoir un autre métier avant de s'engager dans l'humanitaire. Donc ce qu'on appelle des hard skills, un savoir-faire, un métier, une certaine technicité qu'on met en place et qu'on développe dans un environnement humanitaire. Oui, et avec une expérience aussi préalable dans son domaine professionnel. Parce que j'ai aussi travaillé au recrutement chez MSF. Et en fait, ce que l'on demande, c'est que les gens aient 2 ans d'expérience au préalable avant de postuler. Et ce n'est pas parce qu'on veut des gens qui soient compétents sur le terrain, mais c'est simplement quand ils rentrent de mission sur le marché du travail, justifié de 2 ans d'expérience avant, ça a plus de poids que de dire non, j'ai fait 2 ans avec MSF, parce qu'il y a certains organismes qui ont du mal, certains établissements qui ont du mal à reconnaître cette compétence. Donc avoir une compétence préalable avant, c'est quelque chose d'indispensable. Et je pense que ça reste encore valide en 2026. Alors on a travaillé ensemble un bon moment au Congo il y a quelques années, et je me souviens quand on habitait à Kinshasa, tu avais chez toi un potager qui m'émerveillait, qui non seulement nous a offert des légumes d'une grande qualité, mais je me souviens que ça te permettait d'avoir une activité aussi à côté et d'avoir comme un espace de bien-être et de créer des choses concrètes et matérielles. Comment est-ce que tu as travaillé sur les terrains humanitaires les plus extrêmes, tu as travaillé sur des crises Ebola, tu as travaillé en situation de conflit armé. Comment est-ce que toi, tu t'assures, je dirais, un environnement de bien-être au milieu de cette agitation et de ces crises ? Non, oui, le jardinage, c'était. J'ai commencé dès ma première mission au Burundi, et puis là, mon avant-dernière mission, j'en faisais encore. Donc ça, c'est un peu une soupape, hein. Ce qui est important aussi, c'est
enfin, mais ça dépend de l'institution pour laquelle on travaille aussi, c'est bien différencier le lieu de travail et le lieu de vie, parce que ça c'est un véritable piège, parce que lorsqu'on travaille, lorsqu'on vit à l'endroit où on travaille, où les bureaux sont au même endroit que l'endroit où on vit, ça c'est un véritable piège. Bien scinder aussi les horaires de travail et les horaires où on se dit maintenant c'est la pause, on arrête de travailler, parce que finalement le travail en humanitaire est jamais fini, il y a tout le temps quelque chose à faire et c'est un véritable piège. Et puis après, à un moment donné, je me suis aussi retrouvé en Afghanistan, à Kandahar, dans des endroits qui sont complètement fermés, où on vit complètement avec les gens. Mais là, finalement, lorsqu'on faisait des réunions de fin de semaine avant le week-end, il y avait tout le temps une page où on parlait de social activity. Et en fait, chacun organisait des choses. Alors ça pouvait être des ateliers de pâtisserie, de cuisine, de concours de pétanque, de choses comme ça, quoi. Enfin, il faut aussi maintenir ce lien social avec ses collègues, sachant que c'est aussi, enfin, ses collègues de travail, c'est des gens avec qui on vit, mais avec qui on n'a pas forcément choisi de vivre. Mais je pense que tous ces temps sont super importants et ça permet de tenir aussi dans les missions. Et puis aussi garder son lien avec sa famille aussi en France. Ça, c'est aussi quelque chose d'important pour tenir. La cuisine tient une place particulièrement importante quand on est loin de chez soi, loin de son régime alimentaire habituel et dans des équipes multidisciplinaires. Est-ce que c'est quelque chose qui avait de l'importance pour toi? Oui, parce que finalement, enfin, quand tu fais tes bagages, je m'aperçois que tu amènes des fringues, mais tu amènes aussi du matériel pour faire de la cuisine. Et c'est vrai qu'organiser un repas, ça te demande aussi d'apporter quelques ingrédients de ton pays, mais ça permet de partager avec des personnes d'autres nationalités, enfin, un moment, ouais, tous ensemble, enfin, oui, c'est quelque chose pour moi de très, 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 très important, quoi, ouais. Qui permet beaucoup la socialisation. Exactement, oui. Tu es un professionnel médical. En tant que professionnel médical, encore une fois, qui a été déployé dans des situations sanitaires difficiles et des situations sécuritaires difficiles, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour s'assurer de son bien-être physique en termes d'hygiène et de santé? Je pense qu'il ne faut pas tout attendre de l'institution avec qui on part, parce que finalement, on n'est pas sous tutelle de l'organisation. Et avant de partir en mission, je ne sais pas, on doit avant tout jouer sur la prévention. Donc, c'est-à-dire que si on porte des lunettes, c'est bien d'aller chez un ophtalmo et d'avoir une paire de rechange, parce que si les lunettes cassent lorsqu'on est en mission, c'est un minimum d'avoir une paire de lunettes de rechange. Aller en consultation chez le dentiste, ou quelqu'un qui souffre d'une pathologie chronique, s'assurer qu'il ait tout son traitement. Et puis après, le fait de partir en expatriation, il faut avoir toutes les vaccinations, avoir une consultation médicale préalable. Et puis, ouais, je pense que l'employeur, enfin l'institution qui nous engage et nous envoie en expatriation a des obligations en termes de santé, donc doit pouvoir assurer une prise en charge de la santé s'il se passe quelque chose pour nous, quoi. Mais d'un autre côté, nous, on a aussi des devoirs à se dire, on doit s'assurer pour qu'on soit en bonne santé au moment où on part. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est vrai qu'à chaque fois, je vais chez le dentiste, je vais chez l'ophtalmo, je fais un tas de choses comme ça. Mais il y a certains endroits où on peut aussi faire des check-up santé. Alors, dès qu'on arrive à un certain âge, avoir un électrocardiogramme pour être sûr qu'au niveau cœur, tout fonctionne et tout ça, ça me semble un minimum. Et ça me fait toujours un peu bizarre de dire, c'est l'institution qui doit demander ça. Je pense que c'est plus à nous de nous prendre en charge. Enfin, on n'est pas sous tutelle médicale de l'organisation qui nous emploie. C'est à nous de nous prendre en charge, logiquement. Et puis après, la bonne condition physique, une fois qu'on est en mission, là aussi dans les loisirs, moi j'ai tendance à plus aller dans la salle de gym pour courir un peu. L'expérience humanitaire, elle peut se faire sur le terrain en passant du temps dans les voitures et tout ça, mais elle peut aussi être dans des bureaux derrière un ordinateur. Et je pense qu'il faut
il faut aussi conserver une activité physique pour pouvoir se dépenser, d'autant plus enfin, dans des milieux stressants, dans des milieux fermés, enfin bon, et tout ça, quoi. Donc veiller à bien se nourrir, Aussi. veiller à bien se dépenser, veiller à bien dormir. Oui, aussi, oui. D'accord. Et ne pas tout attendre de l'institution et de son employeur, mais être aussi responsable de sa propre santé. Ouais, ou alors savoir le réclamer aussi, hein. Enfin, bon, je me souviens quand je partais comme infirmier anesthésiste au départ, en fait, on part sur des missions chirurgicales d'urgence, et là, ça veut dire que on travaille 7 jours sur 7, et puis on est aussi de garde la nuit. Il faut s'assurer au sein de l'institution qu'elle nous donne, par exemple, une chambre où on puisse dormir, même pendant la journée, parce que si on a travaillé toute la nuit, donc pas être dans la chambre qui se retrouve à côté du générateur ou à côté des cuisines et tout ça, qu'on est l'endroit le plus calme. Et il faut savoir le demander à l'organisation pour laquelle on travaille. Et c'est pas un privilège, c'est simplement, c'est si on veut durer, il faut que, oui, on puisse dormir, quoi. Donc surtout ne pas être dans le sacrifice permanent Non, et se protéger. oui, exactement. Quel souvenir de terrain tu aimerais partager avec moi aujourd'hui qui t'a particulièrement marqué? C'est peut-être plus lors des premières missions, mais je sais pas, je me souviens ma première mission au Burundi, il y a une adolescente de 15 ans qui, suite à une crise d'épilepsie, s'était brûlé la jambe. Et le chirurgien avait vraiment tout fait pour sauver la jambe, et au final, on a été obligé de l'amputer. C'était un chirurgien afghan qui connaissait bien la chirurgie de catastrophe. Donc il s'est arrangé pour faire un moignon qui a permis de lui mettre une prothèse assez rapidement, quoi. Et le jour de ma fin de mission, on est passé par le centre de rééducation là où elle avait eu sa prothèse. En fait, on est passé du drame de l'amputation, où là, lorsqu'elle m'a vu, elle est venue avec une copine, elles se sont mises à danser pour montrer comment sa prothèse fonctionnait bien. Donc ça, c'est un moment fort. Ma deuxième mission, je suis allé en Érythrée. Je me suis retrouvé dans une vallée qui s'appelle la vallée de Karibossa, où il y avait un tas de déplacés dans cette vallée. Et on est arrivé avec des camions où il n'y avait absolument rien. Et en fait, on a été obligé de passer la nuit dans ce camp. Les gens nous ont... Alors, on venait les assister, mais ce sont eux qui nous ont assistés ou en nous accordant un hébergement quelque part. Et puis il y a une dame qui est arrivée avec une poignée de grains de café. Ils nous ont fait une cérémonie du café. Et pour moi, c'était, enfin, je ne veux pas dire que c'était le meilleur café du monde, mais d'un autre côté, le souvenir qu'on a eu, c'est... Ouais, on n'a rien, enfin, ils n'avaient rien, mais malgré tout, ils nous ont quand même donné quelque chose, quoi. Et je pense que l'assistance qu'on allait donner, c'était sans doute pas grand-chose, mais pour eux, l'important, c'était que on soit là et qu'on puisse montrer, enfin, qu'on puisse leur montrer qu'on ne les oubliait pas, quoi, qu'ils étaient là. Et je pense que c'est plus, ouais, cet aspect-là était plus important que tout le contenu que l'on avait dans nos camions, quoi. Voilà. Qu'est-ce que l'humanitaire t'a appris? Pour moi, c'est assez difficile de répondre à ça, mais en fait, de par mon expérience et les organisations pour lesquelles j'ai travaillé, c'est vrai que je me suis trouvé pas mal dans des contextes de guerre. Donc, je ne vais pas dire que là où on vit, on est dans des endroits protégés, mais le monde, c'est pas le monde des bisounours, quoi. Et on se retrouve dans des endroits de violence extrême qu'il faut savoir gérer, et qu'on s'aperçoit que la vie, elle est quand même fragile, quoi. Après, ce que ça m'a appris, c'est que il faut être humble par rapport à la réponse qu'on peut apporter. Il ne faut pas avoir d'énormes ambitions, et que dans la plupart du temps, dans les contextes là où on intervient, même si on vient avec tout notre package humanitaire, en fait, la plupart du temps, la réponse, elle est politique. Donc, quoi qu'on fera, enfin, tout ce qu'on pourra faire, finalement, ce sera assez limité par rapport aux besoins des populations. Donc, je pense qu'il faut être assez humble et ne pas vouloir en faire de trop si on veut pouvoir résister, quoi. Donc j'entends l'humanité personnelle par rapport à ce qu'on peut faire en tant qu'individu, mais l'humanité au niveau de l'institution
pour prendre conscience de finalement quelles sont les limites de l'humanitaire par rapport à cet environnement politique. Exactement, oui. Non, mais c'est pour ça. Enfin, je pense qu'il y a certains pays où, oui, la réponse humanitaire, c'est quasiment rien, parce que la réponse qu'il faudrait, c'est vraiment une réponse politique, parce que finalement, il n'y a plus rien qui fonctionne, enfin, au niveau des systèmes de santé, par exemple, et on ne peut pas couvrir tous les besoins de santé d'un pays. Ça fait presque 30 ans que tu travailles dans l'humanitaire et notamment dans des situations de crise aiguë. Qu'est-ce qui t'a ferré? Qu'est-ce qui t'a happé pour rester dans cet environnement pendant toutes ces années? Ben, je trouve que ça a été quand même assez progressif parce que pour moi, ça a pris du temps parce que mes 10 premières années, en fait, j'étais un peu alternant entre ma pratique professionnelle en France et puis les missions humanitaires. Donc, j'ai jamais eu au départ un temps plein. Et puis, qu'est-ce qui m'a ferré? Je pense que ça a simplement été des opportunités. À un moment donné, ben, j'ai décidé de travailler pour un temps donné à temps plein pour MSF, même si je continuais à faire des vacations en France. Mais j'ai l'impression que mon parcours s'est construit, mais au travers d'opportunités, mais d'opportunités finalement, enfin, voulues, parce que j'ai eu l'impression d'avoir été un peu malgré tout, le maître des horloges dans ce que je faisais, quoi. Enfin, 10 ans en alternant. Après, bon, bah, j'ai été coordinateur d'urgence. Ensuite, on m'a proposé un poste au RH où, en tant qu'infirmier anesthésiste, j'avais aucune compétence RH, mais malgré tout, il voulait quelqu'un qui ait des connaissances opérationnelles pour mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Et puis, bah, au final, je suis retourné au Conservatoire national des arts et métiers pour faire une formation RH en droit du travail et tout ça. Et puis au final, une fois que j'ai eu mon diplôme RH, ils m'ont dit mais pourquoi tu ne deviendrais pas DRH adjoint? Enfin, mon parcours professionnel s'est construit au travers d'opportunités, mais d'opportunités finalement que malgré tout, enfin, j'ai l'impression d'en avoir gardé la maîtrise, quoi. Tu as géré des hôpitaux, pour Médecins sans frontières notamment. Quels sont les différents corps de métier qui permettent de gérer un hôpital aujourd'hui? Je pense que ça peut intéresser les auditeurs de comprendre la richesse de ces équipes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui un hôpital fonctionne et que MSF est capable de déployer un hôpital gonflable au fin fond du désert, par exemple? C'est vraiment une équipe multidisciplinaire et finalement, pour faire tourner un hôpital, il ne faut pas que du personnel médical, quoi. Et on s'aperçoit qu'à l'installation de l'hôpital, et pour faire tourner un hôpital, il faut de l'énergie, donc il faut de l'électricité, donc il faut qu'il y ait des électriciens ou des gens qui soient capables d'installer des générateurs, des générateurs puissants, parce que finalement, quand on installe un hôpital, il faut de quoi faire tourner un bloc opératoire, des salles d'urgence, la stérilisation, un laboratoire, une salle de radio et tout ça. Il faut de l'eau potable en grande quantité, et c'est aux alentours de 100 litres d'eau par personne, par patient par jour, donc c'est énorme en termes de quantité. Il faut tout le côté sanitation, donc il faut des spécialistes, oui, de l'eau, de l'hygiène et tout ça. Donc ça, ces gens-là, au départ, ils sont là pour l'installation de l'hôpital, mais après, il faut assurer une maintenance et un entretien de tous ces équipements. Et puis après, il y a toutes les équipes médicales. Donc, suivant l'activité qu'on développe, si c'est de l'activité chirurgicale, il faut des anesthésistes, il faut des chirurgiens, il faut des infirmières de bloc, il faut des infirmières dans les services. Après, il y a certains endroits où on fait même des cancers, donc il faut des cancérologues, il faut vraiment tous les profils. Si c'est de la maternité, il va nous falloir des sages-femmes, des gynécologues. Et puis ensuite, comme on a du matériel médical, il nous faut des ingénieurs biomédicaux. Mais après, il y a tous les services. Alors, comme c'est un hôpital, dans des autres services en support médical, il faut le laboratoire, il faut la radiologie, il faut la pharmacie, donc il faut des pharmaciens aussi sur le terrain. Et puis après, il y a tous les services de support non médicaux. Donc ça peut être pour assurer la sécurité de l'hôpital, pour filtrer les entrées et les sorties de l'hôpital. Il faut des hygiénistes.
parce qu'il faut un incinérateur, il faut tout un système de gestion des déchets. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut une buanderie, parce qu'on a du linge à nettoyer. Il faut de la cuisine, il faut des cuisinières, parce qu'il faut des cuisiniers, parce qu'il faut aussi nourrir les patients. Donc c'est toute une équipe. Et puis pour faire tourner tout ça, généralement, il faut quelqu'un au RH, parce que il y a des plannings de travail à mettre en place. Et puis il faut quelqu'un aux finances. Enfin, alors après, il faut un administrateur hôpital, et puis il faut un directeur d'hôpital. Il peut y avoir aussi un directeur médical qui est en charge de toutes les activités médicales de l'hôpital. Donc ça peut être énorme. Mais après, ça peut être aussi quelque chose de tout petit. Enfin, il y a un clash quelque part, il y a énormément de blessés, et là, on envoie simplement une équipe chirurgicale dans une structure hospitalière déjà existante. Et là, le setup est beaucoup plus simple, quoi. Quels sont tes doutes aujourd'hui par rapport à l'humanitaire? Moi, c'est plus par rapport à l'indépendance et notamment la dépendance financière. On voit qu'il y a de plus en plus d'organismes d'État qui financent des projets humanitaires. Et finalement, eux ont leurs propres objectifs. Ils demandent un tas d'indicateurs. Donc, forcément, certaines fois, nos objectifs et les leurs sont pas forcément les mêmes. Donc, l'indépendance, pour moi, c'est quelque chose d'important, mais l'indépendance financière, c'est encore plus important, quoi. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la professionnalisation des métiers de l'humanitaire. Pour moi, ça doit vraiment rester un engagement, mais pour moi, l'humanitaire, c'est pas vraiment un métier. On peut pas faire une école pour dire je veux devenir humanitaire plus tard. Et après, la troisième chose, autant l'humanitaire au départ, c'était quelque chose où il y avait quelques personnes qui répondaient à ça, mais ce n'était pas complètement intégré dans un système. Mais maintenant, on s'aperçoit au niveau des États que cette activité humanitaire est complètement intégrée maintenant dans un pays. Lorsqu'on travaille avec des gens du ministère de la Santé, ils demandent « Et toi, tu t'appartiens à telle ONG, qu'est-ce que tu vas faire, combien de millions tu vas mettre ?» et tout ça. Donc on est complètement intégré dans le système d'assistance ou de santé existant au pays. Et je pense que ça ne devrait pas être comme ça. On peut venir en support, mais on ne devrait pas être intégré. Et le fait que, dans certaines organisations, on perde un peu cette indépendance financière et finalement, on devient des prestataires de services, ça me pose un peu problème et c'est pas forcément l'idéal, mon idéal d'humanitaire de départ, quoi. Qu'est-ce que ça pose comme inconvénient d'être intégré comme ça dans le système de santé public de l'État? Je pense qu'on peut venir au support à un moment donné, mais on ne doit pas être intégré parce que je ne vois pas en termes comment on peut travailler sur la pérennité. Parce que si on est complètement intégré dans les choses, ça veut dire qu'on fait vraiment partie de leur équipe, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, à leur niveau, ils vont considérer que finalement, s'il y a des financements, je ne sais pas, pour prendre en charge tous les patients qui ont la tuberculose, pourquoi est-ce qu'ils mettraient un budget tuberculose s'il y a MSF ou une autre organisation qui le fait? Ça ne devrait pas être comme ça. Enfin, c'est pas comme ça que je vois les choses, en tout cas. Donc ça pose un problème d'indépendance à la fois pour l'organisation et pour le ministère de la Santé qui devient complètement dépendant. Oui. Avant, par exemple, en France, il y avait la coopération. Maintenant, il n'y a plus de coopération, mais il y a l'Agence française de développement qui développe des fonds pour les humanitaires. Mais finalement, je ne vais pas dire qu'ils donnent une fiche de mission aux humanitaires, mais c'est un peu une activité qui est déléguée, quoi. Donc, je pense que les gens perdent dans leur indépendance. Et puis, je ne vais pas dire l'AFD, mais tous ces organismes-là attendent quelques résultats auprès des organisations humanitaires. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans l'humanitaire? Pour moi, le plus compliqué, en fait, c'est les arbitrages. Enfin, mon cas de conscience, c'est pas les arbitrages, mais c'est les conséquences de l'arbitrage. En fait, la plupart du temps, quand on part en mission humanitaire, on ne peut pas couvrir tous les besoins de santé. Et
tous mes postes des dernières années, c'était coordinateur santé ou coordinateur médical. Donc, ça veut dire qu'on est garant de toutes les activités santé à l'intérieur d'un pays. Et puis, on a un budget pour mettre en place ça. On a toutes les ressources pour mettre en place ces projets. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut couvrir tous les besoins. Mais sauf qu'on est sollicité tous les jours pour couvrir des besoins qui ne sont pas inclus dans les projets qu'on a prévu de faire. Et il faut apprendre il faut apprendre à dire non. Non, 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 non. Et même si on est protégé par notre institution, parce que finalement, les objectifs que l'on souhaite développer, finalement, sont validés et supportés par l'institution, mais au final, c'est nous qui devons dire non. Et je ne veux pas dire que j'ai un cas de conscience par rapport à ça, mais je voudrais connaître les conséquences de toutes les fois où j'ai dit dire non. Quelles sont les conséquences pour les personnes, quoi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de compliqué. Après, le truc un peu plus personnel, ce qui est difficile, c'est quand on part en mission humanitaire, on a souvent tendance à négliger nos familles. Je pars pour mon cas personnel, mais j'ai discuté avec d'autres personnes. Et en fait, je connaissais quelqu'un qui est parti en mission humanitaire à l'âge de 50 ans. Et en fait, elle avait fait un conseil de famille avec ses enfants, avec son mari, pour obtenir l'autorisation de partir en mission, quoi. Elle ne voulait pas que ce soit son choix à elle, mais que ce soit une décision qui était supportée par toute sa famille. Bon, elle s'est retrouvée au Rwanda dans des conditions compliquées en 1994. Mais elle dit que le fait d'avoir eu l'approbation de toute sa famille, ça l'a vraiment aidé. Et je pense que ça aussi, on le néglige souvent et qu'on doit penser un peu plus à sa famille quand on part en mission humanitaire. Oui, on n'est pas seul dans son choix. Non. À ton avis, quelles sont tes qualités qui t'ont permis d'avoir le parcours que tu as eu jusqu'à maintenant ? L'adaptabilité, la curiosité pour les autres personnes, savoir vivre en communauté. Ça, c'est quand même assez important parce que finalement, dans des temps longs, on peut se retrouver enfermé avec des personnes avec qui on n'a pas forcément accepté de vivre et dans des conditions certaines fois difficiles. Enfin, je me souviens quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, que tout était détruit. On s'est retrouvé à 30 dans une maison, à 4 ou 5 dans des chambres et les conditions de vie étaient pas facile. Et puis tout autour, c'était un tas de ruines. Et puis tous les jours, on est passé à l'hôpital, à travailler. Enfin bon, c'était vraiment très très compliqué, quoi. Et ça demande une vraie capacité à pouvoir vivre en communauté dans des conditions extrêmes, quoi. Je pense que c'est un peu le cas pour les navigateurs, quoi, qui partent en expédition sur des bateaux pendant 4 ou 5 semaines. Moi, j'avais fait un stage au Glénan et je m'aperçois que le fait de vivre en communauté pendant le stage, c'est un bon exercice avant de partir sur un bateau pour voir qui est apte à vivre en collectivité ou pas, quoi. Et ça, c'est pareil en humanitaire, dans le recrutement. Avoir des formations de pré-départ en présentiel, pour moi, ça reste quelque chose d'important parce que ça permet d'identifier qui va être apte à vivre en communauté avec quelqu'un ou pas, quoi. Et ça, je pense que, on peut pas le savoir à l'avance non plus. Oui, il faut tester, il faut le vivre et vivre cet inconfort pour véritablement se rendre compte de sa capacité à traverser tout ça. Qu'est-ce qui te nourrit dans ton travail ? L'accès à l'espace humanitaire est quand même de plus en plus compliqué. Mais malgré tout, je pense qu'il faut être un peu créatif, inventif, et on trouve toujours une niche, quoi. Et c'est ça qui, en fait, là, mes dernières missions, elles étaient complètement différentes, mais malgré tout, on arrive à faire quelque chose. Et je pense qu'on arrive tout le temps à se trouver l'espace suffisant pour arriver à faire quelque chose. Je pense qu'il n'y a jamais rien de complètement
fermé et on arrive tout le temps à trouver une niche au travers soit de la formation, soit au travers d'interlocuteurs avec qui on souhaite travailler. Il y a tout le temps une petite solution et en se donnant les moyens, et je pense que toutes les missions que l'on peut faire, elles sont malgré tout différentes, mais il faut trouver la bonne organisation qui va aussi nous laisser assez de flexibilité pour pouvoir mener à bien tous ces projets. Mais il y a toujours l'espace et il y a tout le temps, ouais, enfin, pour moi, trouver la bonne niche dans des contextes super compliqués, c'est vraiment ce qui m'intéresse, quoi. Oui, donc c'est faire preuve d'inventivité et de capacité de penser en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, Oui. think out of the box, et de proposer des solutions innovantes à des circonstances et des situations particulièrement complexes. Oui, par exemple, enfin bon, Ebola en 2018 en RDC, on était à l'endroit où il y avait Ebola. À un moment donné, on ne pouvait pas envoyer une équipe chirurgicale là-bas, mais on s'est aperçu qu'ils avaient un réseau Internet. En fait, on leur a simplement acheté une tablette et puis avec notre équipe chirurgicale qui était sur un autre terrain, on a réussi à faire de la téléconsultation et de la téléassistance. C'était pas grand-chose en soi, mais malgré tout, on a assuré un suivi de qualité des patients au travers simplement de vidéos. Donc, il y a tout le temps des petits systèmes comme ça que l'on peut trouver pour continuer à avoir une activité, quoi. Et je pense que partout, il y a moyen de faire quelque chose. Donc ce que j'entends, c'est que pour toi, ce qui te nourrit véritablement, c'est l'innovation et la stimulation intellectuelle, ta capacité à proposer des solutions auxquelles on n'avait pas pensé avant. Ben, je pense qu'on ne doit pas se limiter à se dire non, ben, on a une équipe, l'équipe elle est là pour travailler, elle est là pour faire des donations, elle est là pour faire ci, pour faire ça. Il y a des fois, c'est pas possible et il faut trouver quelque chose. Alors c'est pas forcément, non, c'est pas forcément de l'innovation, mais c'est trouver d'autres moyens de support, d'assistance qui permettent malgré tout d'atteindre notre cible, enfin les bénéficiaires à qui on veut apporter assistance. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec moi? Dans ces cas-là, c'est un vieux conseil de lecture et qui était valable dans les années 80 lorsque j'étais au collège, parce que finalement, c'est notre prof de français, lorsque j'étais en troisième, qui nous avait fait lire un bouquin qui s'appelait Chienne de vie, je t'aime. Et l'autrice, en fait, c'était une femme qui, à l'âge de 32 ans, a décidé de reprendre des études de médecine qu'elle avait arrêtées à l'âge de 18 ans. Après médecine, elle a fait chirurgie. Et ensuite, après la chirurgie, elle a décidé de partir 3 mois avec le CICR dans des camps en Thaïlande pour s'occuper de la population réfugiée cambodgienne. Et en fait, cette prof de français avait fait venir cette autrice au collège pour parler de son expérience professionnelle. Et je pense que oui, inconsciemment, j'ai ressorti ce bouquin là juste pour préparer cette interview. Et finalement, quand elle décrit son quotidien à l'intérieur de ce bouquin, je m'aperçois que 40 ans après, les choses n'ont pas tellement changé. Et finalement, ce qu'elle décrivait à l'époque, c'est à peu près la même chose que l'on vit actuellement, quoi. Donc voilà. Donc, je pense que c'était un bouquin qui était valable dans les années 80 et je pense que oui, j'ai pas le bouquin qui pourrait éventuellement déclencher cette espèce de déclic pour les gens qui souhaiteraient partir en 2026. Chienne de vie, l'autrice, elle s'appelle? Monique Brossard-Legrand, Chienne de vie, je t'aime. Peut-être que ça peut se trouver chez les vieux bouquinistes. Laurent, merci infiniment de ton temps. Merci. Et pour tous les conseils et merci aussi d'avoir bien voulu partager ton expérience de toutes ces années avec moi. Merci.